Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview exceptionnelle. Avec nous, Vincent. Vincent, bonjour. Bonjour Yacine. Merci d'avoir accepté cette interview. Interview d'ailleurs, est-ce que tu sais qui est-ce qui m'a recommandé ton nom ? J'espère plein de monde, mais j'imagine peut-être Olivier, peut-être Bérangère. J'ai vu qu'ils sont passés chez toi avant. Donc, Bérangère, c'est Bérangère Dubuc qui m'a recommandé ton nom. Bérangère, on te salue, on te remercie. D'abord, est-ce que tu pourrais te présenter succinctement, Vincent ? Ouais, très rapidement, je suis Vincent Bellassène, je suis le fondateur du groupe Côté Neuf, donc une boîte qui est spécialisée dans le courtage en immobilier neuf. Voilà, notre travail, c'est de chercher les meilleurs produits possibles en immo neuf pour des gens qui veulent habiter dans le neuf et qui ont besoin d'un service de conseil et d'accompagnement. Ok. J'aime bien parler des parcours de mes invités. Est-ce qu'on peut se faire un petit récap un peu de toi, ton parcours, tes études, tes différents jobs ? Qu'est-ce qui a fait que tu en es arrivé là, Vincent ? Ouais, carrément. Moi, j'ai 35 ans. Donc déjà, ça donne une première indication. Je ne suis pas très très vieux sur le marché de l'entrepreneuriat. J'ai fait des études de commerce. J'ai commencé avec un DUT, moi ce que j'appelais la voie royale, parce que j'étais pas extraordinairement fort dans les études. Donc j'ai fait un DUT en alternance à l'époque chez BNP Paribas, où j'étais dans les back-office, l'avant-vente. J'ai enchaîné après ce DUT, donc dans le 93. L'avant-vente, alors de quoi on parle ? Tu faisais déjà de la promotion immobilière ? Non, j'étais dans le leasing agricole, donc très différent. J'étais sur du contrat, du back-office client, beaucoup de services clients en fait, dans une grosse boîte, ce qui m'a permis de pas mal structurer un peu ma façon de penser. Après, j'ai fait une école de co, donc l'INSEC à Paris, où je suis rentré sur concours et où j'ai été chez IBM pendant plusieurs années en alternance aussi. Donc tout mon parcours scolaire, j'ai fait en alternance. Ce qui a été une grande force en fait à l'entrée. Derrière, j'étais pas très fixé sur ni mes passions ni ce que j'avais envie de faire dans la vie. Donc, je me suis orienté vers un des premiers tafs qu'on m'a proposé, qui était la banque, où j'ai commencé. Moi, j'avais un master en création reprise de TPE-PME, donc très tourné autour de l'entrepreneuriat. Donc j'ai commencé à l'appui en fait au financement et à l'accompagnement des professionnels de secteur en local dans une agence. Et puis de fil en aiguille, j'ai été conseiller pro, directeur d'agence bancaire, directeur de plusieurs agences bancaires, avant de créer ma première structure. Toujours dans le même groupe ? Ouais, toujours au LCL. Ok. Et puis après, j'ai créé ma première entreprise, on va dire, en franchise dans un réseau de courtage en crédit immobilier. Ok. Et vas-y, parle-nous. Et ça s'est très bien passé jusqu'à ce que le marché se retourne un peu. Et puis surtout, moi je viens de l'univers bancaire où dans l'univers bancaire, des sociétés comme Côté Neuf, il en existe dans quasiment tous les groupes. Et je me suis rendu compte qu'en fait, à l'extérieur, c'était quelque chose qui était assez peu démocratisé. Donc je me suis dit, pourquoi pas créer une sorte de copie de ce système d'accompagnement des particuliers chez les banques. Ils ont des groupes en fait qui font que de l'immobilier neuf à destination des agences bancaires. Tu peux nous donner des noms de groupes ? Oui, Angle Neuf, Afedim au CIC, Crédit Mutuel. Et tout ça, c'est des boîtes qui fonctionnent plutôt bien en interne dans les banques et où je me suis dit, ce serait intéressant de proposer ce service-là à l'extérieur. Donc pour plein de professionnels qui aujourd'hui n'ont pas accès à ça parce qu'ils ne sont pas banquiers. Et donc aujourd'hui, on travaille avec beaucoup de réseaux d'agences immobilières, beaucoup de réseaux de courtage, beaucoup d'assureurs aussi, avec qui on travaille en étroite collaboration pour aider leurs clients à trouver ce qu'il leur faut dans le neuf sans surcoût. Ok. Et alors, le concept en intégré, du coup, des boîtes que tu m'as citées, c'est donc les banques qui créent des filiales qui vendent du neuf. Alors, est-ce que tu peux me préciser un peu le modèle ? Le modèle initial, c'est le modèle que tout le monde faisait, c'est de se dire à un moment, on a des clients qui ont du patrimoine financier, on a des clients qui ont des besoins en fait de défiscalisation, et donc on va les accompagner sur la défiscalisation. Les banques n'ont pas forcément pris le pli de la résidence principale, mais dans une banque, on a un vivier d'acquéreurs et de locataires qui ont besoin d'acquérir. Et donc en fait, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas fait et que nous, on a fait à l'extérieur. On s'est dit, la défis, c'est un marché qui est complètement bouché. Où il y a énormément d'intervenants et on a finalement bien lu le marché parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile d'aller en défisc dans le contexte actuel, on va dire. Par contre, sur la résidence principale, il y avait quasiment personne. C'est-à-dire qu'il y avait personne qui était capable de se dire je vais monter des équipes commerciales et des process commerciaux pour accompagner des gens dans la qualité sur plusieurs dizaines de jours de suivi. 30, 45, 60 jours avant d'aller à une éventuelle opération et sans certitude de succès, ce que tu connais bien dans le courtage en crédit. Ok. Très bien. Et ça n'existait pas dans le
En tout cas, nous, à l'époque où on était courtier, on n'a pas trouvé. C'est ce qui a fait qu'on a, avec Damien, choisi de switcher et d'aller vers le neuf. Parce qu'on n'a pas trouvé de gens qui étaient capables de nous accompagner dans la qualité en tant que professionnels. Ok, très bien. Et alors, du coup, le marché à ce moment-là, c'était quoi? C'était les promoteurs, du coup, qui vendaient les promoteurs. leurs produits? Ouais, et Internet. Uniquement? Ouais, avec du lignage, les promoteurs, tous ceux que vous connaissez, Nexity, ICAD, etc., qui font des annonces sur Internet. Et le réflexe d'un acquéreur, finalement, c'est de se dire, moi, je vais aller chercher le bon lot qui me conviendrait dans l'immobilier neuf en passant par Se Loger, par Bien Ici. Et la problématique de ça, c'est qu'il est rappelé par 6, 7, 8 personnes dans des bureaux de vente différents qui vont tous lui dire que leur produit, c'est le meilleur. Ok. Et du coup, quelle est la plus-value d'un courtier en neuf là-dessus? On va pouvoir nous comparer. En fait, si tu veux que je te réponde un peu simplement, oui. On a dupliqué l'accompagnement du courtier en prêt immobilier. Okay. Ma réponse serait exactement la même que de te dire c'est quoi la plus-value d'un courtier par rapport à une banque. C'est que tu vas pas te faire 8 rendez-vous avec 8 banquiers différents dans 8 agences. Tu es sûr d'avoir quelqu'un qui a l'habitude de faire ça. Tu as quelqu'un qui va être au maximum impartial par rapport à ce qu'il va te proposer et qui va avoir une largeur de stock qui va te permettre de voir tout le marché d'un coup. Okay. En sachant que nous, on est un peu ce qu'était le courtier en 2005-2010, où on pouvait déjà se permettre à l'époque, même jusqu'en 2013-2014, de ne pas facturer d'honoraires. Okay. Donc c'est un service qui est gratuit, on va accompagner les gens à avoir un marché profond, on va dire, et où on va même aller jusqu'à négocier pour eux les lots pour qu'ils aient la meilleure opération possible, comme vous le faites vous quand vous négociez des taux avec les établissements bancaires. Donc ce parallèle, il est très simple à faire, c'est d'ailleurs pour ça que nous, on s'appelle souvent courtier en immobilier neuf. Okay. C'est qu'on a vraiment dupliqué la méthode commerciale et on l'a, on va dire, amélioré un peu, parce qu'on a mis toutes les techniques du moment dans notre façon d'accompagner les gens. Ok. Donc, tu es plutôt un profil donc, DUT, école de commerce, puis la banque. Tu as bien évolué dans la banque. C'était quoi ton dernier poste? En gros, j'étais directeur de multisite. Donc j'avais 2 agences et une petite vingtaine de personnes en gestion. Ok. Tu peux nous parler un peu de cette expérience en banque, toi, de ton côté? Ouais, alors après, il y a beaucoup de choses à en dire. Moi, j'en garde un très bon souvenir, perso. Donc LCL, du coup, un groupe LCL. Ouais, groupe LCL. C'était super intéressant. J'avais vraiment des équipes super. D'ailleurs, il y en a une partie qui m'ont rejoint après. Ça, faut pas le dire trop fort, mais extrêmement formateur. Ok. Géographiquement, c'était où? Les Yvelines, dans le 78. Franchement, très difficile. Très polyvalent, c'est-à-dire que tu as été directeur d'agence, tu avais 20 personnes, mais si tu voulais vraiment bien travailler, tu pouvais te retrouver à remplir les distributeurs de billets, tu pouvais faire l'accueil, voilà. Donc ça allait des choses très intéressantes sur du placement financier lourd ou de l'accompagnement d'entreprise jusqu'aux tâches les plus simples du quotidien, donc on n'oubliait jamais qui on était en fait. Il y avait un rythme qui était très très important. Moi, ça m'a donné un rythme très fort, la banque. Alors la banque, on se dit tout souvent, les banquiers font pas grand-chose. Un banquier qui travaille bien, il fait beaucoup de choses. Avec des process qui sont extrêmement cadrés, extrêmement durs et un niveau de conformité qui est extrêmement élevé. Donc ça a été très très formateur, très intéressant. Et un banquier qui travaille bien, à mon avis, il peut faire beaucoup de choses dans la vie derrière. Voilà. Donc ça, c'est les points positifs. Les points négatifs, c'est qu'évidemment, quand tu as commencé, moi j'ai commencé dans la banque, j'avais 22 ans. À 26 ans, j'avais déjà presque une vingtaine de personnes. Il y a des cursus obligatoires de passage dans la banque pour pouvoir évoluer qui font qu'à un moment, les meilleurs profils s'en vont. C'est-à-dire que ta rémunération, tu ne peux la faire évoluer qu'en changeant d'adresse, mais finalement, quand tu es un petit peu attaché à une banque, c'est compliqué de changer juste pour la rémunération. Et en même temps, si tu veux évoluer dans les postes, il faut passer par le siège, puis repasser par les entités de réseau, puis repasser par le siège, avec des choses qui ne sont pas forcément des parcours auxquels toi, tu adhères. Ok. Et tu serais ouvert à en parler un peu de REM, Ah bah oui. Un directeur d'agence à 26 ans, après du coup 4 ans d'XP, d'expérience chez eux, ça prend combien? Ça dépend où tu es. Est-ce que tu as changé de boîte ou pas? Non, toi, moi, ce que je prenais, je prenais 36 bruts hors prime. Ok. Et je prenais à peu près 4-5 000 bruts de prime. Donc je montais en gros à 40, avec un petit peu d'intéressement s'il y en avait. Ouais, donc totalement décorrélé de ta charge de travail par rapport à ce que tu fournissais au quotidien. Moi, j'ai jamais considéré que c'était peu.
Ok. Mais effectivement, le marché déjà il a évolué positivement depuis, parce que moi je suis quand même parti en 2015, quelque chose comme ça. Et donc depuis 7 ans, moi je vois, quand on bouge, on a quand même des rémunérations sur des postes de directeur d'agence qui tournent de 55 à 60 aujourd'hui, donc c'est des choses qui sont beaucoup plus corrélées à ce que va être la valeur de marché d'un banquier de réseau. Okay. Mais oui, ce qui est difficile dans la banque, c'est que c'est difficile de rester dans sa boîte et de bénéficier de son travail. Okay. Ils obligent soit à bouger d'entité pour pouvoir avoir un gap de salaire important, soit à faire autre chose et y revenir plus tard. Et ça, c'est peut-être le point qui est un peu dommageable. Et toi, tu aurais préféré quoi, toi, du coup? Continuer un peu sur des fonctions managériales, peut-être régionales? Ouais, moi, j'avais besoin d'être au contact réseau. En fait, aller en siège, c'était quelque chose qui m'intéressait pas du tout. Et donc, à partir du moment où il y avait cette étape qui était obligatoire, soit de passer par l'inspection générale, qui est un petit peu la voie qu'on me traçait, soit de passer par des postes d'animation commerciale en siège. L'inspection générale, en 2 mots, du coup, c'est quoi? C'est l'IGPN de la banque. En gros, tu vas aller piloter la conformité et puis tu vas aller vérifier toutes les fois où il y a des défauts graves de conformité. Et donc c'est un petit peu comme la Cour des comptes quand tu sors de l'ENA. C'est le truc qui fait qu'une fois que tu l'as fait, on t'ouvre à des postes un peu plus capés en termes de management. Ok, très très bien. Et donc, du coup, c'est dans ta dernière année au LCL que tu réfléchis au modèle de ce que tu vas monter sur Côté Neuf? En fait, j'avais les deux. J'avais l'envie et de faire du neuf et de faire du crédit. Et donc, c'est pour ça qu'à l'époque, les 2 boîtes avaient été créées en même temps et que finalement, c'est la partie crédit qu'on a abandonnée parce que le neuf a beaucoup mieux marché et qu'on y voyait un futur beaucoup plus important. Mais il y avait 2 choses. Il y avait déjà le contact des courtiers en crédit au quotidien. Où je me disais que finalement... Dans quelle année, là? On est en 2015-2016. C'est un peu encore la folie, non? C'est la folie, et justement, la façon qu'ils ont de gérer leurs clients et de traiter les gens et la façon dont ils géraient les choses à l'époque me faisait dire qu'il fallait un acteur qualitatif de secteur. Et donc je me suis dit, bah tiens, je vais aller me mettre en face parce que si ça marche avec ce comportement-là, moi, ça marchera aussi. Ok. Mais alors, du coup, est-ce que ce comportement-là n'était pas dû justement au fait que c'était la folie? Peut-être. Et que même... il y a une expression américaine qui dit pendant une tornade, c'était Olivier, je crois. Les dindons volent. Même les dindons volent. Ça venait avant, j'avais entendu ça aussi chez Michael Aguilar. Non, mais c'est certainement lié. Mais à mon avis, ils avaient oublié aussi à ce moment-là, une partie des courtiers avait oublié le fait qu'il fallait rester dans un service client. Je dis bien une partie, pas tous. Parce qu'il y a toujours eu des gens d'une grande valeur dans ce métier-là. Mais donc nous, ça nous a incité à nous lancer en tant que jeunes qui avions de l'ambition et de la motivation de voir les rémunérations que ça pouvait générer en contrepartie du travail que c'était à l'époque où tout allait bien. Voilà. Et on pensait que les clients méritaient des services de qualité, même quand ça marchait. Ok. Et pour le neuf, oui, pareil. Alors attends, du coup on va faire ça chronologiquement. Tu sors de chez LCL, tu crées ta boîte dans du courtage en crédit. Ouais. Ok. Là, tu étais dans quel réseau à ce moment-là? AB Courtage. AB Courtage. Ouais. Ok. Les seuls qui nous ont ouvert sans droit d'entrée vu qu'on n'avait pas un euro à l'époque. Ok. Et donc c'était voilà. sur le format franchise ou mandataire? Franchise. Ok, franchise. Donc tu ouvres une franchise AB Courtage où? Le Valois, j'ai pas bougé. Ouais, mais alors du coup, à quel moment t'as bougé du 78 au 92 à Levallois? En fait, la contrepartie des droits d'entrée offerts, c'était qu'il y avait une agence qui était morte et qu'il fallait réactiver. Ok. Et donc j'ai récupéré aussi les locaux. Vu que j'avais vraiment pas un euro pour démarrer, j'ai fait comme j'ai pu en fait. Ok, très bien. Et là, on est en quelle année? On est en 2016. Ok. Ouais. Donc tu te lances, ça se passe plutôt bien. Tu as déjà l'activité de neuf, de vendeur de neuf en même temps. On l'a créé le même jour. Ok. Et pareil, sous l'égide AB Courtage? En fait, on était sous aucune égide sur la partie neuve. C'était vraiment de l'accompagnement à côté, qu'on faisait nous aussi, et où on a testé plein de modèles d'accompagnement différents. Alors vas-y, parle-moi-en. En fait, pour t'en parler, c'est un peu compliqué. C'est quelle mise en place de process commercial il fallait. Ok, oui, tu parlais de ces modèles-là. Ok. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il fallait pour pouvoir réussir à arriver à satisfaire un client dans le neuf? Est-ce qu'il fallait avoir des process, quel process d'acquisition déjà sur la clientèle, et puis quel process de vente? Et alors à l'époque, c'était quoi l'acquisition qui marchait le mieux? Moi, j'ai toujours considéré que c'était le B2B de toute façon. Ok. Donc B2B2C, donc apporteur d'affaires. Ouais. Et le B2C fonctionne très bien aussi à l'époque. Ouais. Ok. Aujourd'hui, sûrement un peu moins, j'imagine, j'en fais pas, donc je sais pas dire. Mais... Ok. 0 clients qui viennent toquer à la porte. Bonjour, je voudrais acheter dans le neuf. Non. Ok.
parce que tu le provoques pas Non, et puis parce que c'est pas notre modèle et c'est pas notre fibre et voilà. Après, on va certainement s'y ouvrir parce que la marque commence à être beaucoup plus connue et que ça commence à... Comment expliquer ça ? Ça commence à être une nécessité de répartir un petit peu cette ambition-là, vu qu'en plus on a plein de partenaires autres que nous dans le secteur qui sont en train de tomber, des concurrents à moi, qui faisaient que du B2C finalement. Et donc on a tout intérêt à aller récupérer ces parts de marché à moyen terme. Ok, et alors B2B, c'est qui le deuxième B avec qui tu travailles ? Tout le monde. C'est-à-dire que B2B, quand je dis B, ça peut être des comités d'entreprise, ça peut être des assureurs, ça peut être des agents immobiliers dans l'ancien, ça peut être du courtage, ça peut être... Enfin, il y a vraiment beaucoup de pistes. Ça peut même être parfois des confrères qui ne savent pas traiter les cibles qu'on adresse. Ok. Parce que nous, on fait que de la résidence principale et aujourd'hui, tout le neuf a été construit sur un marché de défisc. Et souvent, quand il faut faire de la résidence principale, même un peu haut de gamme parfois, avec des cycles d'accompagnement longs, les process de certains confrères ne sont pas faits pour ça du tout. Pourquoi ? Technique de relance, capacité à suivre un client, traçabilité des contacts, traçabilité des opérations aussi. Tout ça, ça existe très peu. Aujourd'hui, le neuf était un secteur qui était très actif, mais assez peu structuré. Dans la partie, en tout cas, externe aux promoteurs. Ok. Et... Qu'est-ce qui a fait que... Alors déjà, je voudrais préciser à mes chers auditeurs que j'ai fait une petite visite des locaux de Côté Neuf. Alors, peut-être de manière naïve, je pensais que le neuf, c'était catastrophique en ce moment, que c'était, y avait le feu, et faut dire les mots, hein, que c'était la merde. Et je rentre dans un bureau où je vois ça fourmille dans tous les sens, plein de jeunes ou de moins jeunes, plutôt bien habillés, qui sont en train de charbonner. Alors c'était la pause d'âge à ce moment-là, mais on voyait que ça repartait pour charbonner très rapidement après. Et du coup, Vincent, tu me dis que vous êtes à peu près une trentaine là aujourd'hui ? Ouais, bientôt, ouais. On est plutôt 25-26 là, mais bientôt 30 à la rentrée. Ok, donc c'est-à-dire une évolution plutôt positive ? De fou même. De ton chiffre ? Super évolution, ouais, on est très content. Alors, tu peux m'expliquer comment c'est possible, ça, dans un secteur où on nous dit tous les jours dans la presse que les promoteurs sont en train de se casser la gueule, les distributeurs ferment. C'est une vraie vérité, mais ça revient à ce que je t'ai dit avant, c'est qu'en fait, le secteur est en difficulté. Hein. On a une très grosse baisse et de la construction, et de la mise en vente, et des ventes tout court. Donc, tous les éléments de chiffres liés au neuf sont en difficulté. Okay. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir moins de stock dans le futur, on a beaucoup moins d'acquéreurs actuellement à cause et des taux et du HCSF, enfin tu connais l'histoire. Néanmoins, il y a toujours des ventes. Hein. Quand on vous dit sur un marché qui ont fait moins 20 ou moins 30, ça veut dire qu'il reste 70. Chacun voit ça de son côté. Bien sûr. Hein. Sauf que quand il reste 70, tous les gens qui avaient l'habitude de vendre dans la facilité, ils disparaissent. Ok, bien sûr. Et nous, les fameuses pintades. Je vais pas les appeler les pintades, mais finalement, il y a des gens qui savent pas faire autre chose que leur cœur de métier, leur core business. Quelqu'un qui faisait de la défisque hier, il peut pas faire de la résidence principale demain. C'est trop compliqué en termes de formation et surtout, il faut y aller vite s'ils veulent le faire. Alors, je suis désolé, Vincent. On va juste s'arrêter là sur les différents modèles entre défisque versus résidence principale. Naïvement, encore une fois, je pensais que vendre un produit sur plan, que ce soit pour de la défisque ou de la RP, même si l'usage ne sera pas le même, c'est plus ou moins les mêmes process. En accompagnement client, pas du tout. Ok. En fait, si tu fais de la défisque aujourd'hui, tu vas approcher le client par une dynamique financière. Okay. Donc, qu'est-ce que vous allez défiscaliser ? Quels sont vos impôts aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça peut vous amener demain ? Quel cash flow que vous mettez, donc l'effort d'épargne ? Et tu vas l'amener là-dessus en lui proposant à la fin 3 ou 4 lots qui répondent à ces critères en disant, voilà, faites le choix entre les 3 ou les 4. Okay. Et donc, ton besoin, c'est presque plus de vendre le fait qu'il faille faire une défisque plutôt que vendre un bien immobilier. Okay. Donc ça, c'est une démarche qui doit te prendre normalement R1, R2, R3, allez, 3 rendez-vous, 10 jours, grand maximum, pour finaliser une opération avec un client qui est convaincu qu'il lui faut une défisque. Ok. Nous, on ne parle pas de ça, on parle de clients qui vont souhaiter une rue particulière, qui vont souhaiter une ville particulière, et où finalement, notre travail à nous, c'est de parler de la propriété en général, faire de la pédagogie du neuf, finalement, et puis aller les amener à faire quelques concessions par rapport à l'instant. C'est-à-dire de leur dire, voilà vos objectifs de base, voilà votre budget, et qu'est-ce qui existe sur le marché, et par rapport à ce qui existe, quelles concessions vous êtes prêts à faire pour faire ou ne pas faire. Mais ça veut dire qu'on fait parfois 20, 25, 30 propositions de lot à un client pour qu'il puisse lui aussi définir quelles sont les concessions qu'il est capable de faire. Et comme je te disais, c'est des délais de vente qui vont de
30 à 60 jours moyens selon les mois. Donc on garde un client en gestion avec vraiment un suivi extrêmement soutenu. Donc tous les 2, tous les 3 jours, on est en contact pour discuter de ce qu'on a vu, qu'est-ce qui a plu, qu'est-ce qui n'a pas plu, etc. Et on se reparle parfois 7, 8, 10, 12, 14 fois pour avancer sur leur projet. Ça, quand on a l'habitude de vendre en 2 rendez-vous, c'est extrêmement difficile. Il faut des process, mais il faut aussi tous les logiciels qui suivent. Toute la partie d'organisation et de processisation en fait, du parcours client. Et ça n'existait pas ou peu. Très bien. Et c'était quelque chose auquel j'osais pas trop te demander, mais autant que tu y es et tant que tu vas là-dessus, allons-y. Tu utilises quoi comme CRM Nous, on est sur Salesforce. Ok. Waouh. Ok. Et tu as réussi à le configurer pour... Ouais. Ok. Toi-même ou via un développeur Nous, on a fait tout intégrer, mais par contre, le cahier des charges, on l'a fait nous-mêmes. Okay. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que ça n'existait pas. Un logiciel qui permette de suivre les clients dans l'IMO9 en RP. On a essayé de se dire, tiens, au début, d'ailleurs, c'était assez marrant, on s'est dit, tiens, est-ce qu'on ne prendrait pas un logiciel crédit pour essayer de nous servir de CRM, parce que finalement, ça revient un petit peu au même dans la dynamique. Bon, il n'y a rien qu'à aller. Ben oui, mais alors du coup, on rentre un peu dans les détails techniques de geek de CRM, mais moi je voyais Salesforce vraiment comme une usine à gaz sur du B2C. Un peu compliqué, c'est de gérer un peu les opportunités, alors que il y a qu'une personne qui est un client, qui est lui-même l'acheteur, qui est lui-même le payeur, alors que Salesforce c'est vraiment fait pour... on s'imagine, alors encore une fois, c'est encore naïf, tu vas peut-être me prove me wrong, mais que c'est fait un truc pour des organisations où on target sur un service plusieurs personnes, il y a plusieurs personnes qui sont... En tout cas, ça le permet. Oui, bien sûr. Non, alors, bien sûr, mais je voyais Salesforce plutôt fait pour ces gens-là et pour cette cible-là. Écoute, en tout cas, nous, on a fait un cahier des charges extrêmement précis sur nos besoins d'accompagnement. Aujourd'hui, on a un livrable qui est juste top. Okay. Donc ça nous permet aussi d'intégrer beaucoup de choses. Aujourd'hui, on a automatisé beaucoup de choses et dans l'accompagnement client et dans la relation partenaire. Et donc ça nous permet d'être beaucoup plus rapide et surtout de traiter à une trentaine ce que d'autres vont avoir besoin de 80-90 personnes. Moi, j'ai quasiment aucun staff. Ok. Voilà. Moi, j'ai pas de directeur marketing, j'ai pas de directeur, même directeur co, c'est mon associé qui fait parce que en fait tout est processisé. Okay. On sait exactement où on va, comment on va. Nos managers, c'est très simple pour eux de suivre l'activité à distance. Donc, c'est très. Tout le monde bosse sur site ? Oui. Okay. Sauf exception, on a quand même des visites de foncier, on a des visites de livraison, donc ça bouge quand même un petit peu. Et je veux que les vendeurs ils participent à ça pour voir la qualité des livrables et surtout assumer ce qu'on vend à nos clients. On fait toutes les livraisons, parce que ça c'est un truc qui est super important, c'est que souvent les gens nous disent vous allez nous vendre un truc et puis après on vous voit plus. Ça chez nous c'est impossible. On va suivre le client et sur sa relation avec le financeur. Vous allez à quel rendez-vous du coup pour la livraison ? Rendez-vous de livraison, et avant on va aussi à la visite de cloison, mais le rendez-vous de livraison on fait la levée des réserves avec le client. Le but c'est qu'on soit là pour assumer ce qu'on lui a vendu, même si c'est pas nous qui le construisons. Voilà. Même en province, même... Ouais, peu importe. Ouais. Ok. Et tous ces collabs que j'ai vus un peu plus bas, c'est quoi le modèle ? C'est tous des salariés ? C'est des mandataires ? C'est pas tous des salariés, parce qu'en fait, ceux qui venaient du crédit avec moi, qui ont switché. Donc, quand on a arrêté le crédit, j'ai en gros une partie de mes collabs de l'époque qui ont repris les agences de crédit quand on a arrêté, et une partie qui a souhaité rejoindre Côté Neuf. Et ceux qui ont rejoint Côté Neuf. D'ailleurs, on n'a pas parlé du switch, Vincent, je suis désolé. Le switch, c'est pas compliqué. On a laissé la partie crédit à des gens qui travaillaient déjà dedans pour nous, et ils ont récupéré les agences. Parce que toujours à AB Courtage ? Ouais. Ils sont toujours là. Vous pouvez aller les voir si vous voulez. Nous, on a vraiment focus la partie neuf. Et donc, on a emmené par contre une partie de l'équipe. Charge à eux de l'autre côté de faire leur travail. Mais nous, on a emmené une partie de l'équipe qui étaient indépendants et donc on souhaitait le rester. Moi, j'aimerais bien qu'ils deviennent salariés, mais ils veulent pas. Pour une question, moi, je serais plus rentable s'ils étaient salariés. D'accord. Mais donc là, les 10-12 derniers recrutements, c'est que du salariat. Et sinon, quand c'est pas des salariés, c'est du coup freelance ? Ouais, freelance, un peu sur le modèle que tu vas connaître en tant que mandataire IOBSP. Et tu recrutes toi un petit peu ? Ouais, là on recrute encore 5 vendeurs au mois de janvier, mais ça y est, ils ont été recrutés, donc ça, ils arrivent. Et puis après, on va peut-être un peu calmer le jeu là sur le T1 pour voir comment se passe la situation. Et généralement, on fait, pour faire un onboarding groupé, on fait un recrutement vendeur, en tout cas une fois par trimestre, pour faire arriver tout le monde en même temps.
Pour une question, de formation, déjà pour bien les accompagner, et puis aussi pour le sentiment de cohorte. Quand ils arrivent, c'est plus facile de s'intégrer quand on est 4 ou 5 nouveaux que quand on est tout seul à s'intégrer dans une fourmilière, comme tu l'as dit, comme tu as pu le voir. Donc même si chez moi, ils sont très bienveillants, c'est important d'intégrer les gens en même temps. Ok. Très bien. Je me disais peut-être au cas où si quelqu'un écoute et avait envie de vendre du neuf. Je croyais que c'était pour toi, j'allais dire attends. Non, non, peut-être, pourquoi pas, on sait jamais. Mais voilà, si quelqu'un qui nous écoute, le site c'est quoi? Côté9.com. Côté9.com, très simple. Hein. Je pense qu'il y a un petit lien recrutement. Si un jour c'est ouvert et que vous cherchez du monde. De toute façon, moi je suis sur LinkedIn aussi. Mes messages privés sont toujours ouverts. Je suis extrêmement joignable. Donc là-dessus, je peux le confirmer. Je peux le confirmer personnellement. Il est très joignable. Très bien, Vincent. Et alors, donc du coup, on parlait du modèle et un peu comment bosse tes collabs avec Salesforce. Tu me disais. Oui. 60 jours du coup de process plus ou moins entre le R1 et la vente. Entre 30 et 60 selon les périodes d'activité. Et alors du coup c'est quoi le jour 1? C'est le jour où le contact y rentre. Le contact y rentre. Ouais, premier contact avec le client. Et la win du coup sur Salesforce c'est signature de réservation. Signature de réservation. Ouais. Ok. Et la vraie win en fait c'est l'acte pour nous. Hein. Bien sûr. Dans le neuf, c'est pour ça qu'il y a des BFR extrêmement importants, c'est que finalement l'acte il est en moyenne 4 à 5 mois après la signature de résa. Et que tu as encore payé 2 mois après. Donc le BFR moyen pour rentrer dans l'IMO 9, c'est plutôt 10-12 mois. Ok. Donc la vraie win, c'est plutôt quand on est payé, si on veut parler vraiment professionnel. Mais sur la partie process commercial, oui, c'est la signature de la résa, parce qu'après, on passe en ADV chez nous. Le commercial ne s'occupe pas du suivi du financement, par exemple. Ok. Il est commercial, quoi. Et du coup, il y a quoi? Il y a un autre service qui prend le relais? Ouais, on a une administration des ventes qui s'occupe de la totalité du suivi, de la relation et partenaire, que ce soit un apporteur, que ce soit un client, ou que ce soit le promoteur ou la banque ou le partenaire financier. On a quelqu'un chez nous qui relance à date fixe tous les dossiers. Ok. Et c'est important du coup, j'imagine? Très important. Que ce soit pas le commercial qui fasse cette tâche-là ou pour lui libérer du temps surtout. Bien sûr. Ça permet de valoriser un petit peu plus ce que va être un commercial. Un commercial, normalement, c'est pas fait pour aller chercher des offres de prêt quand il fait du neuf. C'est pas un courtier, il y comprend rien. De toute façon, les miens, ils y comprennent pas grand-chose. Okay. Ils se forment au maximum, mais finalement, le crédit évolue tellement vite. C'est ça aussi qui est important, c'est que, tu vois, les gens en ce moment, ils parlent beaucoup des courtiers. Est-ce que ça sert à quelque chose, etc. C'est pas votre agent immobilier qui va être au niveau de votre courtier sur la partie financement. Bien sûr. Même chez moi. D'accord. Et alors du coup, cet ADV, la suite du process, il gère la relation avec l'apporteur, tu disais? S'il y a un apporteur, l'apporteur, okay. Le client et le promoteur. Okay. Et le notaire du promoteur ou de l'acquéreur, si jamais il y en a deux, pour qu'on puisse... En fait, le but, c'est d'avoir l'opération en prêt la meilleure possible, le plus vite possible, et de pouvoir acter le plus vite possible pour que le client il puisse rentrer dans ses démarches, finalement, d'acquisition réelle. Parce que tant qu'il n'a pas acté, il n'est pas propriétaire de son futur bien à livrer. Ok, très bien. Et le modèle avec les apporteurs, c'est quoi le deal qui est proposé aux apporteurs aujourd'hui, qui nous écoutent et qui pourraient avoir... Ouais, Alors avant de parler de deal, excuse-moi. Comment est-ce que un courtier en crédit, un agent immobilier, un comité d'entreprise, enfin, peu importe qui nous écoute, peut détecter un besoin chez un de ses partenaires ou chez un de ses clients? Nous, on essaye vraiment d'avoir une démarche la plus simple possible. Ça veut dire qu'on dit, il y a des choses, des réflexes simples qu'on peut prendre quand on est courtier pour faire de l'IMO 9. Il y a deux choses à voir là-dedans. La première, c'est comment on détecte un client. La deuxième, c'est qui est capable de vendre de l'IMO 9. Parce qu'il y a plein de modèles qui se sont créés autour de ça, et ça aussi, on pourra revenir dessus. La première chose, c'est comment on détecte un client. Finalement, pour moi, il n'y a pas trop de difficultés. C'est déjà aller sur le plus simple. Le client qui ne connaît pas. Donc finalement, utiliser notamment les aides à la primo-accession pour pouvoir juste l'informer dans un premier temps de l'existence d'aides et des différentiels de capacité d'emprunt entre ce qu'on va pouvoir faire dans l'ancien et dans le neuf. Si on rajoute à ça les différentiels de charges de copro, les différentiels de charges énergétiques, souvent on a des projets dans le neuf sur le même secteur qui peuvent être aussi efficients qu'un projet dans l'ancien. Et quand on dit à un client... tiens, si tu payes la même chose tous les mois ou que tu payes 50 € de plus tous les mois, est-ce que tu préfères être dans le neuf ou dans l'ancien? Souvent, il va répondre dans le neuf. Que si on présente juste le prix facial en lui disant est-ce que tu es d'accord pour payer 20% de plus dans le neuf ou 25% de plus dans le neuf, évidemment, la réponse est à 99% de non. Donc ça, c'est le
premier travail de pédagogie qu'on fait avec nos partenaires. Et il y a des cas encore plus criants où le client ne peut pas acheter autrement que dans le neuf. Je vais te donner un exemple. Aujourd'hui, en Ile-de-France, quelqu'un qui n'a pas 10% d'apport ne peut pas acheter. Dans le neuf, il peut très facilement acheter. Okay. Avec Côté Neuf, allez, 90% de nos opérations dans la période actuelle passent avec les frais de notaire offerts. On arrive à négocier des choses sympas sur les biens. Et donc, c'est-à-dire que le client qui arrive avec 1% de frais de garantie, en gros, et 1% de frais pour vous, pour la banque, eh ben, il se retrouve avec une opération financée à 100% pour 2% d'apport. Donc, sur 100 000 euros, 2 000 euros. Oui, alors 100 000 euros, tu auras rarement en Ile-de-France des biens dans le neuf à 100 000 euros. Mais c'est-à-dire que même la personne qui veut acheter 300 000 euros, si tu veux un peu imaginer les choses, bah, finalement, avec 6 000 euros d'apport, elle est à 100% dans le neuf, donc elle peut acheter. Et il lui en faudrait 30 000 dans l'ancien. Et en fait, il y a beaucoup de jeunes actifs avec un CDI qui gagnent 6 000 euros à deux ou 7 000 euros à deux qui vont avoir 10 000 euros. Okay. Et il n'y en a pas tant que ça qui ont 30 ou 40 000 euros d'épargne à 27-28 ans sans l'aide de papa-maman. Et donc, il y a toute une clientèle au-delà de ceux à qui on va faire la pédagogie et qu'on va expliquer que finalement le neuf est pas beaucoup plus cher que l'ancien quand on prend tout en ligne de compte et que ce serait intéressant de profiter d'un bien rénové aux dernières normes, enfin, livré aux dernières normes énergétiques avec tous les avantages du moment. Et ben, il y en a carrément, ils peuvent acheter que ça. Ok, très clair. Donc ça, c'était pour l'identification, enfin en tout cas la détection, quoi. La détection. Et alors, comment est-ce qu'on peut bosser avec Côté Neuf aujourd'hui ? Bah, c'est assez simple, hein. Nous, on travaille en ligne directe avec... on a un animateur B2B salarié. Donc déjà, on a quelqu'un qui s'occupe au quotidien de parler à nos partenaires, quels qu'ils soient. Hein. Donc à qui on fait des rapports mensuels d'activité, d'évolution d'activité, etc. Et en fait, c'est un lien qui est très simple, qui peut être soit automatisé, soit par mail, soit par... En fait, on a tous les modes qui sont ouverts. Nous, on s'adapte aux partenaires qui ont envie de travailler avec nous. Évidemment, on va essayer de le faire travailler au mieux possible et donc on va l'amener vers nos processus parce qu'on en est convaincu que nos processus fonctionnent bien. Mais en tout cas, l'idée, c'est déjà de leur faire découvrir cette démarche-là et de les amener à aider leurs clients à la découvrir. Ok. Et j'imagine qu'il y a une REM qui est prévue pour le porteur d'affaires ? Bien sûr. Tu peux en parler ? Ouais, j'ai aucun problème à en parler. Après, évidemment, c'est une REM qui est... si je peux te donner des ordres d'idées, parce que je ne peux pas parler exactement de la REM que je donne, mais c'est 3 fois moins élevé que ce que vous pouvez avoir si vous allez vendre tout seul. 3 fois moins élevé, ok. Voilà. Ok. Aujourd'hui, vous avez... en gros, il faut partir du principe que le coût d'acquisition client pour une boîte sur le web, c'est entre 20 à 30%. Et donc, une commission d'apport d'affaires, que ce soit chez un courtier en IMO neuf, chez qui vous voulez, en fait, à qui vous ramenez un dossier, c'est la norme que vous devez attendre. Ok. Voilà. Ok. Et du coup, le lien se fait vers un animateur qui te suit ? Ouais, c'est ça qui te suit. Et après, il y a des vendeurs qui récupèrent le contact, qui les traitent à J et qui font un lien direct avec les apporteurs ou X pour donner les éléments d'avancement des dossiers, en sachant qu'on a aussi automatisé les retours clients par des dashboards où on est capable de donner en live. Donc il y a un suivi, bien sûr. Il y a un suivi constant de... Tous nos contacts, nous, ils sont enregistrés sur Salesforce, ils ont un suivi par mes équipes. Donc ce suivi-là, il est automatiquement transféré comme les gens veulent, hein, soit par un Dash, soit par Excel, soit par G-Sheet, avec une mise à jour quotidienne de où en sont mes clients, quoi. Ok. Grâce à Salesforce, notamment. Exactement. Encore une fois, c'est tout le principe du truc. Hein. Ok. Et alors, du coup, j'ai perdu mon fil. On a parlé du coup du modèle, de ce que faisaient les collabs. Donc, du coup, avec des commerciaux, un ADV, et puis vous allez à la livraison. C'est une chose incroyable que vous déplacez. C'est un esprit de responsabilité, ça. Ok. Ouais. Et très bien. Et même la visite des cloisons, tu disais ? Ouais, visite pré-cloison, choix des matériaux. Souvent, on accompagne les clients. S'ils veulent pas, on n'y va pas. Mais sinon, on essaie de les accompagner au max là-dessus. Ok. Le but, c'est qu'ils se retrouvent pas tout seuls, en fait, dans toutes les démarches qui leur semblent opaques. Ok. Donc, c'est un peu comme vous, quand vous relisez une offre de prêt avec un client, vous n'êtes pas obligé de le faire parce que finalement, vous allez négocier vos conditions. Vous avez obtenu un prêt pour votre client. Donc, votre client, le service est réalisé. Et malgré tout, le jour où vous avez une offre de prêt qui arrive ou que vous avez un déblocage de fonds à faire, et votre conscience professionnelle, elle vous oblige à vérifier que le déblocage, il est bien fait, par exemple. Et alors, j'en profite. Oui. Tu parles de courtier, mais du coup, j'imagine que tu as des partenaires courtiers avec qui tu bosses. C'est une exclusivité que tu as ? Non. Ou tu as plusieurs courtiers selon... c'est quoi, c'est géographique J'ai tous les courtiers qui veulent travailler avec nous. Ok. Ok.
Donc aujourd'hui, s'il y a des courtiers qui veulent bosser avec Côté Neuf... Ouais, bien sûr. Et puis, on a un petit message sur LinkedIn, tu vas recevoir 400 demain. Et puis on a vraiment tout type d'agents immobiliers, des réseaux de franchise, des agents immobiliers locaux, les courtiers pareil, les assureurs pareil. On a des assureurs vie qui travaillent avec nous. On a même, je te dis, des sites nationaux de vente d'immobilier neuf pour qui on fait la vente aujourd'hui. Ok. Parce qu'ils n'ont plus d'équipe commerciale ou qui ne savent pas gérer la résidence principale et qui nous délèguent ça. Donc, en fait, on a plein de canaux d'apport différents. Mais moi, de fait de ma fibre bancaire et courtage, j'adore travailler avec des courtiers. Ok. Le message est passé, hein, les amis. Vous savez où envoyer vos clients si vous avez identifié un besoin peut-être sur du neuf en RP, côté-neuf.com. Ouais, et puis on sait très très bien faire en sorte de vous aider aussi à identifier, de vous aider à travailler vos bases de données sur des politiques de rappel, des fonctionnements, enfin tout ça on le fait ensemble après, mais l'idée c'est aussi d'aller régénérer du financement par ce biais-là. Parce que finalement on va réactiver, moi ce qui me choque beaucoup chez les courtiers, alors tu me diras ce qu'il en est chez toi, mais c'est qu'on a une politique de rappel qui est quasi zéro chez certains partenaires, où finalement un client, une capacité d'emprunt qu'on a fait il y a plus d'un mois, elle n'existe plus. Parce qu'on n'a pas les outils de traçage et puis parce qu'on n'a peut-être pas l'habitude de le faire parce que ça allait bien. Ça me paraît assez fou. Alors, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé à ce micro, mais moi j'utilise Pipedrive, qui est du coup le concurrent de Salesforce, en un peu plus petit du coup que Salesforce, même beaucoup plus petit que Salesforce. Mais moi c'était un enjeu en fait, parce que c'était tout le sujet, c'est comment valoriser un peu les contacts entrants sur le long terme et relancer parce que certains clients t'oublient et peuvent tu peux rater une affaire juste parce que tu n'as pas rappelé tous les un mois et demi. Et pour parler à beaucoup de mes partenaires, j'ai beaucoup de partenaires qui notamment dans le crédit ou dans les agences IMO, qui baissent la tête aujourd'hui parce que c'est difficile, mais qui par contre au moment de la qualification d'un client ne prennent aucune donnée et après la qualification ne font aucune relance. Et en fait, ils attendent que le marché soit suffisamment porteur pour que le client qui rentre chez eux soit actif dès le jour de son entrée. Et ça, c'est quelque chose que je trouve assez fou et sur lequel nous, justement, on essaye d'aider nos partenaires à travailler sur ces deux pans-là, que sont la qualification des contacts, donc quelles cases on ajoute, quelles cases on remplit et comment on les trace, et ensuite sur la relance, comment on relance, c'est quoi un bon rythme de relance, pourquoi au bout de 7 fois que j'ai relancé un client, il ne faut pas que je sois inquiet parce qu'en fait ça touche à la 8e en moyenne, et tout ça c'est des choses qu'on essaye d'apporter parce que finalement il n'y a aucune raison de baisser la tête aujourd'hui. C'est ça ton retour, toi? Tu as pu analyser, c'est la 8e relance en moyenne qui... Entre 7 et 11 en moyenne. Nos conversions de pistes froides chez Côté Neuf, quand je dis froide, ça veut dire des choses qu'on travaille avec certains partenaires où là c'est de l'automatisé, c'est plutôt du site web. Là où on est équipe de vente pour un site web, c'est 8... il me faut 8 contacts et en moyenne 11 jours parfois pour réussir à ne serait-ce qu'avoir une joignabilité. Mais le rendez-vous, c'est 11 jours en moyenne. Et c'est 8 tentatives de contact avec des canaux différents. SMS, mail, téléphone. SMS, mail, téléphone, ok. T'as des best practices, toi, là-dessus le rythme et la régularité. En fait, la seule best practice qu'il y a, c'est ça. Et surtout, de ne pas délocaliser sa façon de coller ou son call center. Parce que finalement, les clients, ils sont, dans une période difficile, très attentifs à la qualité de la personne qui appelle et à la relation et à la confiance qu'ils vont pouvoir lui donner. Donc, Alors, tu dis ça parce que contrairement, il y a des gens qui mettent leur call en Tunisie ou bien au sûr. Maroc. Alors dans le neuf, je sais pas, mais en tout cas dans l'assurance, dans l'IMO, dans le crédit, ça a été une pratique extrêmement répandue quand tout allait bien. Aujourd'hui, je pense que chez les gens, c'est un frein à la prise de rendez-vous. Et par contre, oui, si j'ai une best practice, c'est la régularité. En fait, il faut être totalement autiste aujourd'hui. Et alors. Ça résonne à moi parce que moi justement je me force et je me violente justement à bien relancer, peu importe mon impression et le sentiment que je peux avoir de casser les couilles, parce que c'est aussi cette crainte là qu'on peut avoir nous en tant que commerciaux ou de la 3e, 4e relance, de dire ouais là c'est bon. Mais le client t'a dit non. Si t'as dit non, il faut arrêter. Alors, oui, non, effectivement, mais tu vois, je pense, notamment, j'en ai un en tête, tu vois, des clients qui ghostent, qui ne te répondent pas au téléphone, qui ne te répondent pas au SMS, qui ne te... Tu vois donc toi, Moi, je prends les choses à l'inverse. Je prends les choses en disant si le client te ghoste sans te dire non, c'est que t'es juste pas ton sujet du moment. T'es pas son sujet.
Ok. Il a une vie, il a un travail. Moi-même, il y a plein de gens que j'adore que je ghost. Même 3-4 jours, 5 jours, 6 jours, parce que à ce moment-là, j'ai pas le temps pour ça. Et c'est pas ultra sympa, mais on ne doit pas attendre ni de loyauté, ni de gentillesse d'un client. Un client, il est là pour recevoir un service. Et je pense que quand justement on arrive à l'avoir, soit le client il dit non, ça ne m'intéresse pas, et dans ce cas-là, il faut le laisser tranquille. Soit finalement, il y a des clients qui s'ouvrent en vous disant « Ah, merci de m'avoir relancé ». Mais plein. Donc toi, tu classes en lost dès qu'il y a le premier nom. Ah oui, terminé. Aucun intérêt. Après, on lui pose la question en sortant d'appel pour lui dire pourquoi non. Est-ce que c'est parce que votre projet il est relayé? Est-ce que c'est parce que finalement notre type de service vous intéresse pas? Est-ce que il peut y avoir plein de raisons différentes. Il y a des raisons qui vont nécessiter une relance et il y a des raisons qui vont nécessiter qu'on laisse le client tranquille. Ok. Donc best practice, régularité. Ah ouais. Autisme. Ah, sur les relances, c'est autisme pur et dur. Et toi, du coup, tu as mis en place des automatisations pour. Tu utilises quoi, du coup, comme. C'est des systèmes de tâches. Et après, mes sales, ils sont obligés de les réaliser. Ah, ok, oui, donc c'est des tâches automatiques qui sont mises en place, mais c'est quand même un humain qui doit la faire. Ouais. C'est pas. T'as pas des mails automatiques qui repartent. Non, bonjour Chantal, ça fait un mois. Je veux pas. Ok. Je veux pas. Après, j'ai plein d'autres sujets où on commence à le faire. Ok. Notamment sur des partenaires inactifs, des gens où on n'a pas eu beaucoup de retours sur du pro notamment. Mais sur du particulier, je pense que la relation de confiance pour aller jusqu'à une opération d'achat, elle nécessite l'intervention d'un humain. Ok. Je pense que la boîte pourra pas faire ça. Ok. Et aujourd'hui, en termes de... du coup, j'imagine que tes sales, si tu travailles avec Salesforce et qu'ils ont des tâches automatisées, le matin, ils arrivent, boum, ils ont une liste de tâches. Une liste entière, ouais. Ok. Tu sais à peu près ce que ça représente pour un sales En volume, là, ce matin, j'en discutais avec eux, c'est 40-50 tâches dans la matinée à faire et après, ils ont leurs recherches, leurs propositions qui vont sortir un peu de ce champ de la relance. Ok. Mais effectivement, on a des process qui font 40-50 tâches jour. Et sur ma partie qualif, relance de qualif, parce qu'au bout d'un moment, un sales, il abandonne un client injoignable. J'ai une équipe de requalification derrière qui, elle, continue la partie relance, mais sans prendre le temps du vendeur. C'est-à-dire ? J'ai des gens qui ne sont pas des vendeurs, qui font que de la requalification. Ok. Voilà. Oui, mais comment ils font... Ah oui, là, pardon, le vendeur. Du coup, ton sales à toi. Ouais. Ok. Et ça, du coup, c'est internalisé ? Ouais. Incroyable. Ok. Et ça, il y a du retour là-dessus ? Ouais, bien sûr. Ouais, ça marche très bien. Sur cette requalif ? Ouais, on est très content en tout cas. Ok. C'est-à-dire que ça génère largement plus que le chiffre d'affaires que le coût de la requalif. Ok. Mais ça marche aussi pour les abandonner, parce que des fois j'ai des vendeurs qui vont m'abandonner des dossiers. Mon pôle de requalification, son but c'est d'aller chercher les dossiers abandonnés pour voir s'ils ont été abandonnés pour une bonne raison. Ok. Et tu as un pourcentage de ce qui est récupéré par ton service ? C'est moins d'1%. Moins d'1%, ok. Ouais. Mais du coup, qui représente... Qui représente suffisamment, ouais. Parce que c'est beaucoup de tâches. Par contre, côté qualif, ils sont plutôt à 200-250 tâches jour. Ok. Ok. Et oui, effectivement, c'est les tâches redondantes. Exactement. C'est un peu le... Comment ? C'était un ami, Tanguy. Tanguy, si tu m'écoutes. Salut, il me disait... Salut Tanguy. Enfin, tu sais, tout ce qui est relance, et toutes ces tâches redondantes, c'est un peu le... comment on appelle ça, tu sais, au sport, à la fin, quand tu te mets là sur les coudes. Le gainage. Le gainage. C'est le gainage de ta séance, en fait. C'est le truc le plus relou que tu laisses en dernier et que tu fais pas, du coup. Mais qui est nécessaire. C'est-à-dire que c'est ce qui fait, à mon avis, que tu as aujourd'hui les opportunités que les autres n'ont pas. C'est que l'abnégation que tu as dans la relance et la volonté d'accompagner des gens, c'est ce qui fait que... Et surtout, quand tu as fait... C'est ce que je dis à mes équipes aussi. Quand tu as relancé, 50 personnes dans la journée, t'as beaucoup plus de mal à abandonner des clients et à pas faire tes relances des clients récents qui sont intéressés, qui sont vraiment dans le flux, et à pas rappeler un client alors que t'es en pleine opération avec. Parce que t'es en train de te battre pour aller en chercher des comptes 2, 3, 6 mois, alors que là t'en as un sous le nez et toi tu le rappelles pas. En fait, ça recrée de la valeur au client actif aussi. Bien sûr. De faire ça. Bien sûr. C'est, écoute, c'est très intéressant. Je pensais pas qu'on parlerait autant process. Mais qu'est-ce que toi, tu as identifié sinon comme autre best practice sur ce que tu as identifié que toi, tu faisais bien et ce que les autres moins bien, sans rentrer évidemment dans la sauce magique. Non, mais en fait, la sauce magique, c'est la même sauce pour tout le monde en vrai. Vas-y, je t'écoute. C'est ce que je te dis, régularité suivie. Okay. Après, il y a des choses dans le commercial que tu peux pas régler. Tu vois, j'essaye toujours d'avoir un taux de réussite de 100% des collaborateurs. Chez moi, j'y arrive pas.
C'est quoi un taux de réussite de 100%? De ne pas avoir de départ du tout sur des périodes d'essai ou des gens qui n'y arrivent pas. Quelqu'un qui arriverait pour faire du neuf et qui ne vendrait pas. Okay. Tu vois, je suis arrivé un peu naïvement dans le métier, je me suis dit impossible que j'arrive pas à faire vendre du neuf avec un flux d'acquisition de contacts qui est fixe, un process qui marche super bien. Normalement, n'importe quelle personne qui arrive, qui n'est pas trop bête, elle va y arriver. Il y a quand même une dimension commerciale dans l'accompagnement des gens et dans les freins que tu crées dans la relation avec les gens où il faut être vigilant. Donc, tu vois, dans la sauce magique, il y a le sourire, si tu veux. Ça, c'est un truc indéboulonnable. Même au téléphone, hein. Partout, tout le temps. C'est-à-dire que un problème a une solution. S'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Ok. Voilà. Très bien. Donc ça, c'est vraiment la sauce magique. Et puis, j'ai interdit le « je pense que ». Ok. Voilà, ils n'ont pas le droit de penser, il faut qu'ils savent. Ok. Donc il faut qu'ils sachent. Ouais, c'est un peu nul ça. Et donc voilà, je pense que ça n'existe pas chez nous par exemple. Ok. On pose la question et on répond à une question. Mais voilà, c'est plein de petits éléments du quotidien, en organisation, en esprit d'équipe, en commercial, qui font qu'à un moment ça prend et que ça fonctionne. Donc je vais recommencer, hein, juste j'essaie d'imager évidemment, puisque tu me parles de choses mais qu'on n'a pas concrètement devant nous. Tes sales ne prospectent pas finalement. Plus. Les premiers sales historiques ont prospecté avec moi. Aujourd'hui, c'est moi qui ai 95%. Avec mon développeur B2B, le développement, c'est 95% moi qui le fais. Donc un sales chez toi, il a une liste de leads. Il a un pipe des clients et son but à lui, c'est de satisfaire ses clients et de leur trouver l'opération qui va au prix qui va. Ok. Oui, donc quand tu es un peu sales à l'ancienne et que tu fais tout le process de la prospection, tu te dis c'est quand même un peu un job rêvé, puisque tu commences avec tes leads, tu les travailles et tu dois convertir. À l'inverse, pour quelqu'un comme moi, ce serait pas extraordinaire, parce que moi j'adore le B2B, j'adore la relation, et finalement c'est un métier qui est beaucoup plus processisé, où tu as des tâches, tu les appliques et tu t'occupes de tes clients à la lettre. Okay. Tu vois, c'est pas fait pour tous les profils non plus. Okay. Mais j'ai choisi de découper parce que je me suis rendu compte que de vouloir faire du B2B et du B2C à des équipes, c'est très difficile. Ok, je pense que du coup, t'es clairement, en fait, si on pouvait faire un parallèle avec le courtage en crédit, t'es clairement le préto du neuf en RP. C'est-à-dire que vraiment, tout est intégré chez eux. C'est des salariés. Ouais, je les connais très bien. Ils se lèvent le matin, ils prennent leur café et ils ont une liste de tâches, des leads entrants qui sont déjà préqualifiés par le site internet et ou du SIM. Et ils ne font que du sales. Il y a un service du coup qui s'occupe de l'ADV et tutti quanti, et un service B2B. Donc du coup en fait ils ont vraiment segmenté tout ça pour... Si on peut dire ça, moi c'est plutôt un compliment parce que je sais que Préto ça marche plutôt très bien. Ah bah, c'est une belle boîte, hein, du coup. Voilà, donc pour le coup je prends avec plaisir. C'est ce qui m'a moi attiré vers All-in. Alors je sais pas si tu as vu ce réseau de mandataires qui dépend de FinSpot, qui est la maison mère. Je crois qu'il y a un petit peu la copie aussi chez CAFPI avec Loanplace. Alors j'ai pas eu la news. Ils ont créé un truc un peu équivalent à All-in aussi. Voilà, le réseau de MLM en fait du crédit. Ok, c'est ça. Ok. Bah certainement. Alors All-in, c'est une sorte de. Ah oui, il y a du MLM. Il y a du MLM chez All-in. Un IAD du crédit, mais avec les outils de Préto. Exactement, avec les outils de FinSpot, du coup, qui est la maison mère, avec en B2C Préto et en B2B2C All-in, qui est du coup un réseau de mandataires avec du MLM et en disposant du coup des conventions de. Parenthèse magnifique, Vincent, merci beaucoup. Si vous souhaitez rejoindre un réseau très très dynamique qu'est All-in et qui est en pleine expansion et qui dispose de absolument toutes les conventions bancaires et d'un outil extraordinaire pour le suivi de vos clients. Alors il n'y a pas Pipedrive, mais il y a un outil en interne qui fait clairement le taf. N'hésitez pas les amis. Comme c'est du MLM, il faut absolument appeler Yacine. Exactement, surtout appeler Yacine. Ne passez pas sur All-in, le site national, il faut appeler Yacine. Exactement, passez par moi avant tout. Vincent, j'aimerais qu'on parle un peu d'actu, du coup, du marché. Allez. Est-ce que tu peux me parler un peu, toi, de ta vision des choses ? On est le 18 décembre 2023.
La fin d'année approche, les taux sont au plus haut. Je mets ça parce qu'évidemment, si vous écoutez ce podcast en juillet 2024 et que les taux sont retombés à 3 ou à 2,5, j'espère que j'ai pas dit une connerie, et que en juillet, là, juste, je pense pas que ça descendra à ce moment-là. Juste, du coup, c'est pour ça que je date un peu ce que je suis en train de dire. Donc, c'est une photographie actuelle du marché qui est un peu morose, Vincent. Est-ce que toi, tu peux m'en parler un peu de ton côté ? Est-ce que tu peux me dire ce que tu en penses ? Comment tu réagis avec Côté Neuf ? Et puis, on en profitera pour parler de ta relation avec le crédit. Ah, bien sûr. Le marché, il est clairement difficile. Après, la baisse, ce que je disais dans une de mes précédentes émissions, je pense que c'est pas les taux hauts qui ont causé une grosse problématique, c'est la vitesse et la rapidité de hausse des taux qui a créé un vrai choc de marché avec des gens qui avaient des taux à 1% et qui aujourd'hui ne veulent pas céder leurs biens pour en acheter un autre. Donc il n'y a plus de rotation de marché, les primos ont perdu 30% de capacité d'emprunt et les prix dans l'ancien baissent très très doucement parce qu'il y a encore des grosses poches de cash chez beaucoup d'investisseurs et dans le neuf ils baissent pas du tout parce que les promoteurs peuvent pas baisser les prix sans avoir des bilans qui vont se déséquilibrer massivement. Donc on est dans une période qui est difficile, une année qui a été quand même sauvée par le cash. Il faut pas se mentir, on a une baisse qui est seulement limitée je crois à 25%, on va finir à 850 000 opérations je crois. On est quand même 3... Tu peux définir le cash ? Les poches de cash des Français, en fait, l'épargne moyenne qui était très élevée, et qui a permis en fait beaucoup d'investissements cash. Je crois qu'on est passé de 30 à 45% d'achat cash. Donc finalement, ça a compensé une partie de la baisse de volume. Ça a permis de conserver un petit peu de volume et donc de ne pas faire baisser les prix. Les baisses de prix sont quand même très limitées. On parle de 2, 3, 4, 5% grand maximum dans les grandes agglos, alors qu'on a des retraites capacité d'emprunt de 30 points. Donc finalement, le choc et le crack immobilier qui devait arriver, à mon avis, n'a pas eu lieu. La problématique, c'est que ça met un marché un petit peu à l'arrêt en ce moment, là où on se parle, en décembre 2023. Mais on a des signaux très positifs, à mon avis, pour 2024, avec des taux qui ont une tendance là à se stabiliser. Des taux bancaires où moi, sur mes offres de décembre, en tout cas les présentations de décembre sur les demandes acquéreurs, on a des baisses de taux assez claires. On était en moyenne chez nos partenaires à 4,50, 4,70 le mois dernier. Là, on a touché du 4,10 sur un dossier qui n'était pas extraordinaire. Donc, ça veut dire qu'il y a des banquiers qui sont capables aujourd'hui d'être un peu plus agressifs en termes de taux parce qu'ils démarrent l'année 2024 en termes de résultats, vu que les offres sortiront qu'en janvier. Et donc, déjà, ça veut dire qu'il va y avoir une volonté des banquiers de prêter. Ce qu'il n'y avait pas en 2023. Je pense que tu l'as bien connu. Tu as dû galérer à trouver les offres de prêt pour tes clients comme il fallait parce que il fallait déjà trouver des banquiers qui avaient envie de prêter. Donc la condition 1, c'est que les banquiers aient envie de prêter et ça a l'air d'être le cas parce qu'ils doivent reconstituer des marges grâce au taux actuel. La deuxième, c'est que on a une problématique macroéconomique en Europe avec plein de pays, dont des pays plus petits que nous, qui sont en difficulté, en quasi-récession et où l'inflation a déjà été battue. Nous, on y est presque. Et c'est pour ça que les banques centrales, aujourd'hui, elles baissent les bras sur la hausse des taux et qu'elles se disent on va stagner un petit peu, on va laisser les choses se tasser. Mais que compte tenu de ces baisses de ces petits pays et du poids de la dette, je pense, et beaucoup d'économistes le pensent aussi, qu'on devrait aller vers une baisse assez rapide des taux dès la fin du premier semestre 2024. Et, voilà. UBS aux États-Unis, pour les US, dit moins de 75 points. On dit 2,75% en fait de baisse sur le taux directeur. Powell à la Fed il prévoit 0,75, mais en tout cas ça prévoit une fin d'année 2024 où on pourrait avoir des taux immobiliers qui soient en deçà des 3. C'est pas impossible. Ça serait stylé. Et ça relancerait le marché. Le problème c'est que comme les prix n'ont pas baissé, moi j'ai une grosse crainte et j'en parlais ce matin, c'est que les prix repartent très fortement à la hausse parce que les besoins d'acquisition des gens et les logements n'ont pas été construits, les besoins sont toujours là. On a baissé le volume en IMO neuf, on a fait chuter la construction drastiquement, mais les besoins sont là. Les gens ont besoin de se loger, les foyers continuent de plus en plus en Occident à se déconstruire, et en fait, tu as de plus en plus de gens qui ont besoin de logement, de moins en moins de logements, et si les taux baissent, tout le monde va avoir envie d'acheter. Et on va se retrouver avec une situation où les prix vont repartir, à mon avis, très fortement à la hausse. Tu le penses ? Ouais, je pense. Ok. Donc courage. Si vous nous écoutez et que vous avez un bien à la vente qui traîne un peu et vous hésitez à peut-être le brader ou... Après, ça dépend du bien. Je reste persuadé, persuadé par contre que sur la partie passoire énergétique,
sans capacité de rénovation tout de suite, ça va être compliqué à vendre, quelle que soit la situation de marché demain. Parce qu'on voit que l'État ne veut pas lâcher là-dessus. Il n'y a pas eu de report de calendrier, il n'y a pas de fin de calendrier. Et donc on se dit, quoi qu'il arrive, en fait, en achetant un E, un F ou un G, à moyen terme, que ce soit pour de l'ARP ou de l'investissement, on se met en difficulté. Et c'est aussi pour ça que moi, je suis très, très focus sur le neuf. C'est que je me dis, à un moment, le A et le B, l'ARE 2020, il faut savoir, c'est l'étiquette A x 2. C'est-à-dire que tu es 2 fois au-dessus des standards de l'étiquette A du DPE. Et tous les biens qu'on vend aujourd'hui, avec une livraison à plus d'1 an, en gros, sont en RE 2020. Okay. Donc tu es en A x 2. Okay. Aujourd'hui, le A, c'est 4% du marché immobilier français. Donc, tu es vraiment dans un bien où tu es tranquille pour 50 à 70 ans, que ce soit en termes d'habitation comme en termes de revente. Et donc, c'est pour ça que nous, on est très focus dessus, parce que c'est un sujet qui va devenir de plus en plus prégnant. Donc, reprise du marché en prix, oui. Par contre, pour l'ancien aussi, à mon avis, mais pas pour l'ancien en EFG. Non rénové, ça va être très compliqué à mon avis. C'est des choses qui vont se vendre à terme à la casse et en fait le delta va se creuser de plus en plus. Pour ça que je plaide sur un prix au mètre carré. Tu vois, quand tu vois des prix au mètre carré par ville, je pense qu'il faudrait un prix au mètre carré par ville et par DPE. Par lettre. Ouais. Ok. Très très clair. Et là du coup on arrive à la fin de cette petite interview, Vincent. Est-ce que tu peux me parler un peu des médias sur lesquels on peut te voir là en ce moment? Je crois que tu fais quelques petits trucs. Déjà sur ton podcast. Ouais, déjà sur 35%. C'est le plus important, je crois. Évidemment. Il me semble. Ouais. Après, on a aussi une émission, une mensuelle régulière sur Radio Imo avec Olivier Landrevi, Jérémy Banon et Nicolas Baraillé, sur lesquels on parle soit de sujets de l'immobilier du moment, soit d'actualité immobilière. Okay. Et donc l'idée c'est de pouvoir dégrossir ça avec quelqu'un qui est plutôt très bon en réno, un autre qui est très bon en GP, donc en gestion de patrimoine, Olivier qui est un peu le maestro qui s'occupe de toute la partie macro-éco et d'essayer de parler un petit peu des annonces gouvernementales, et moi qui viens me positionner un petit peu plus de fait sur l'immobilier neuf. Okay. Donc on a ce point là, et puis après j'interviens dans pas mal de sujets. Là j'ai fait une table ronde au salon du crédit où j'étais avec Meilleur Taux, avec Action Logement. Okay. Donc voilà, le but c'est de participer au plus d'initiatives possibles, en tout cas pour essayer de faire avancer les choses vers le droit à la propriété des Français, d'améliorer un petit peu la pédagogie autour de l'immobilier. Moi, mon but c'est aussi un petit peu de me mettre en face de tous les influenceurs locatifs qui te vendent monts et merveilles, tu vas devenir riche avec l'IMO, etc. Fais que ça, deviens rentier, arrête ton travail et tout. Enfin voilà, moi je suis l'anti ça, si tu veux. Okay. Travailler, les amis. Ok. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Côté9.com, tu m'as dit, pour le site internet de ton business. Et sur LinkedIn, peut-être? Pas LinkedIn, il y a la page entreprise, mais qui est assez peu actif à cause de LinkedIn, j'ai envie de te dire. Okay. Sinon, la mienne, où je poste de façon extrêmement récurrente. Okay. Et puis sinon, oui, côté9.com. Tous les liens seront en description du podcast. On est complètement dispo pour tous les sujets, que ce soit du partenariat, de la recherche d'IMO neuf, des RH, même des appuis marketing. Enfin, les gens qui ont envie, qui trouvent la boîte sympa et qui ont envie de pouvoir avoir une action là-dedans, moi, c'est avec plaisir. Ok, dernière chose, Vincent, est-ce que tu aurais... Alors, je t'ai pas du tout briefé là-dessus, puisque je viens d'y penser, en fait. Aïe. Est-ce que tu aurais un bouquin à recommander sur le sujet du neuf ou le sujet de la vente, peu importe. Est-ce que si tu devais recommander un bouquin qui t'a marqué et qui t'a aidé un peu dans l'avancée de tes projets? Dans l'avancée de mes projets, oui, là j'en ai lu un il n'y a pas très longtemps qui m'a bien servi dans le scale, qui s'appelle Start to Scale. Start to Scale. Ouais, c'est Thibault, le dirigeant de Partout, qui a écrit ça. Ok. Donc ça aussi, tu pourras mettre les infos. Okay. Mais vraiment un truc super instructif et très pragmatique sur comment on passe d'une boîte qui fait 700, 800 000 euros de CA, une boîte qui en fait 5-6 millions en structurant les équipes commerciales. C'est quoi les règles de variables, comment on crée un organigramme, etc. C'était pile la phase dans laquelle on était nous. Okay. Dans laquelle on est d'ailleurs encore, mais en tout cas ce qui aide à la construction, justement comment on crée le découpage des services, pourquoi on donne de telle partie à telle partie à un sales et pas plus, et ça c'était super instructif pour moi parce que c'est des sujets que je connais de loin pour les voir chez les autres, mais qui sont très durs à mettre sur papier. Okay. Sinon après tu as des références dans la vente, plein de livres. Moi le développement personnel et tout ça c'est pas particulièrement mon truc. Ok. Mais alors peut-être dans le neuf, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui voudrait s'intéresser au neuf,
mais qui est très très geek. Il n'y a pas une revue ou un site internet peut-être? Alors, franchement, il y a très peu de ressources. Ok. Il y a très peu de ressources sur l'immobilier neuf. Franchement, même pour la formation chez moi, c'est des documents internes qu'on crée parce qu'il n'y a rien de... Peut-être qu'il va falloir créer un média, Vincent. Est-ce qu'il existe déjà pas? Quand tu fais des posts LinkedIn tous les matins, c'est déjà un petit média. Ouais, mais un truc qui soit plus disponible, un peu plus de manière plus universelle, tu vois, un site internet ou un truc, un blogging sur lequel en SEO ça serait très fort pour toi. T'as des trucs genre Sologeneuf et tout, ou Logikimo9 qui te mettent un petit peu d'infos. C'est déjà. Voilà. Je les mettrais du coup. Mais il y a un blog Côté Neuf? Non. .com? Non, il n'y a pas de blog. Ok. C'est le blog de Côté Neuf, c'est mon LinkedIn. Ok, bon bah alors le LinkedIn de Vincent, je le mettrai plusieurs fois. Venez tous. Allez le suivre, c'est effectivement très très intéressant. Vincent, je te laisse le mot de la fin, il te reste 45 secondes. Eh ben écoute, ravi d'avoir participé avec toi, j'ai envie de te dire. Très cool que tu sois venu jusqu'à nos locaux pour visiter la maison Côté Neuf. C'était très sympa. Toujours un plaisir de parler de notre activité. Et effectivement, si tu veux le mot de la fin, c'est un peu le même tout le temps en ce moment. C'est une période difficile. Y a beaucoup de gens qui sont en difficulté, mais pour ceux qui ont la tête levée et qui sont réguliers et qui travaillent beaucoup, ça va passer. C'est un petit peu mon mot général, c'est que tout va bien en réalité. Il faut avancer et il y a moyen, vraiment. Et ben, je vais rien dire de plus derrière cette phrase incroyable. Merci Vincent, à plus tard, salut.